Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci, j'ai le nez complètement débouché. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler tout simplement de 3 ouvertures que vous pourriez jouer contre un des 4, une ouverture qui vous met souvent dans le mal, de ce que j'ai pu lire finalement dans vos commentaires sur mes dernières vidéos. Aujourd'hui, je réponds tout simplement à votre demande en vous donnant 3 idées d'ouverture. Je précise bien que je suis pas un professionnel, hein, vous le savez, je suis même un énorme noob. Cependant, parmi vous, certains vont peut-être trouver leur bonheur parmi les 3 ouvertures que je vais vous proposer. Dans les grandes lignes, évidemment, je ne vais pas rentrer en détail, ça va être une vidéo assez courte, ce sera ensuite à vous, finalement, une fois que vous aurez choisi votre pied d'attache, tout simplement d'attaquer et d'approfondir cette ouverture. On commence du coup directement avec la première ouverture, je continue à faire des gestes de main, tout simplement parce que j'aime beaucoup, et cette première ouverture, c'est la plus positionnelle, la plus classique, la plus jouée, le gambit dame refusé. Jouer le gambit dame refusé, c'est jouer de la manière la plus naturelle possible en rétorquant un D4 par D5 pour lutter directement pour la case centrale E4. À ceci, les blancs peuvent répondre de nombreuses choses, cavalier F3, fou F4, système de Londres, mais aujourd'hui on va se concentrer sur C4. Si vous le désirez, je pourrais peut-être vous refaire une autre vidéo sur comment contrer le système de Londres, ouverture très très forte. Aujourd'hui, on se concentre sur D4, C4, une ouverture qui vous met déjà suffisamment en péril. Sur C4, ce qui va marquer tout simplement le gambit dame refusé, c'est le coup E6. On vient donc directement protéger notre centre avec l'aide du pion E6, et on va donc procéder à un développement tout à fait classique que je vais vous montrer tout de suite. Le coup naturel qui vient pour les blancs, c'est donc cavalier C3, qui vient mettre une pression sur D5, ce à quoi je vais répondre avec les noirs cavalier F6 pour venir une fois de plus défendre le pion D5, mais aussi contrôler la case E4. C'est en ça que va consister le gambit dame refusé, lutter pour le centre, c'est ça qui est très intéressant. Si les blancs jouent de manière naturelle avec cavalier F3, vous allez jouer le simple coup fou E7, ne vous prenez pas la tête, cette structure, c'est celle que vous allez souvent adopter, elle est très très solide, très très forte, et elle va vous permettre au prochain coup de jouer petit roc. Fou E7 sert aussi à prévenir le clouage en G5 qui pourrait être vraiment dangereux pour les noirs, sachant que si le fou blanc arrive en G5 sans l'arrivée de notre fou en E7, on pourrait avoir quelques petites complexités en D5. Sur fou E7, les blancs ont plusieurs possibilités, ils peuvent jouer E3, mais le problème de E3, c'est que les blancs n'ont toujours pas développé le fou en C1. Que vous soyez les blancs ou les noirs, l'objectif c'est toujours de se développer, et un fou n'est jamais très très bon derrière un pion, et c'est pour ça que les blancs peuvent ici jouer fou G5. Sur fou G5, on respecte les principes fondamentaux du jeu d'échecs, qui sont donc jouer vers le centre, se développer, et mettre le roi à l'abri. On met donc le roi à l'abri à base de petits rocs, et sur E3, coup très naturel qui vient donc protéger le centre tout en libérant le fou de case blanche, on va venir questionner le fou en G5 avec H6, on lui pose une petite question, et sur fou H4, on va jouer le très joli coup B6 qui va nous aider à parfaire, à finaliser notre développement. Dans cette position, les blancs ont plusieurs possibilités. Ils peuvent tout simplement se développer de manière assez classique, à base de fou D3, ce à quoi nous répondons donc fou B7, cavalier BD7, et peut-être on jouera peut-être pour C5, pour venir taper sur le centre. Et si les blancs prennent en D5, on va tout simplement reprendre avec le cavalier, et sur fou prend en E7, dame prend, cavalier prend, pion prend. Et là, on est dans une structure qu'on retrouve et qui est assez classique dans le gambit dame refusé. Sachez qu'ici, vous êtes très bien avec les noirs. Sur, par exemple, le tour C1, nous, avec les noirs, on va pas cette fois-ci venir en B7. Et ça, vous devrez donc faire attention. Vu qu'on a échangé au centre et que cette fois-ci, le pion D5 est bloqué, on va plutôt venir en E6 et préparer la poussée du pion en C5. Par exemple, si les blancs jouent un coup simple de fou D3, on peut directement entamer avec C5. Le gambit dame refusé, il est vraiment très intéressant. Vous verrez évidemment qu'il est bien plus complexe que ce que je peux vous montrer maintenant, mais c'est pour vous montrer tout simplement les idées principales de cette ouverture qui sont, à savoir donc jouer vers le centre, se développer, mettre le roi à l'abri et tout simplement créer des tensions centrales. Ce que j'aime beaucoup avec cette ouverture, c'est que chaque pièce a une case prédéfinie, a des cases qui lui sont propres, et le développement est finalement assez fluide. Une autre idée très intéressante sur le gambit dame refusé, c'est si les blancs cassent la pression en D5, ce qui peut arriver régulièrement, surtout à bas niveau et même à très haut niveau. Sur ces prend D5, la particularité c'est qu'en fait, on va libérer le fou blanc des noirs, qui est souvent l'un des éléments faibles de cette position. Sur ces prend D5, on va reprendre avec le pion D5, et je vais vous montrer une manœuvre que j'aime tout particulièrement dans cette ouverture. Sur fou G5, petit roc, comme d'habitude, on met le roi à l'abri, et sur E3, cette fois-ci, on va jouer C6 pour venir quand même défendre ce pion D5.
Ce qu'on aime bien faire dans les gambinums refusés, et souvent dans ce type d'ouverture, c'est de créer des ouvertures avec des idées comme C5 ou E5. Ici, on va jouer d'une autre manière avec une manœuvre. La manœuvre, c'est ce qui consiste à jouer plusieurs coups d'affilée pour atteindre une position de rêve. Sur fou D3, coup naturel des blancs, on va jouer cavalier BD7, et là, on se demande comment vont continuer les noirs, et vous allez voir, c'est très joli. Sur petit roc, tour E8, coup très important. Dame C2, coup naturel pour commencer à mettre des pressions sur H7, et on va jouer le très joli coup cavalier F8. Ce n'est pas pour défendre H7, enfin si, en vérité, parce que si on vient en B6, par exemple, hein, les menaces classiques sur ce genre d'ouverture, c'est quand même des fou prend cavalier, fou prend H7, ce qui serait un petit peu dommage. On vient donc en F8, sur H3, par exemple, pour prévenir une sortie du fou plus tard, nous, on va jouer le joli coup G6. Notre idée, c'est de venir en fait en E6, G7 et jouer fou F5 pour échanger notre fou blanc, qui est le mauvais fou de la position des noirs, contre le bon fou de la position des blanches. Et vous voyez que cette ouverture réserve pas mal de subtilités, pas mal de manœuvres très intéressantes, et c'est en ça qu'elle est intéressante. Attention, dans cette manœuvre, si vous jouez cavalier E6 tout de suite, attention, vous prenez fou prend H6, fou prend, et fou prend H6. C'est pour ça qu'on va jouer d'abord G6 pour prévenir la défense du pion H7, et sur cette fois-ci, tour B1 pour préparer B4, on envoie donc notre manœuvre avec cavalier E6, fou H4, cavalier G7 pour prévenir la poussée en F5, et sur B4, fou F5, on a réussi notre plan. On va pouvoir tout simplement pousser et échanger avec fou prend fou, dame prend, cavalier F5, et avoir un très joli développement. C'est une ouverture très intéressante, je vous invite vraiment à vous concentrer dessus si vous aimez le jeu positionnel. Elle regorge de complexité, de complications, elle regorge de manœuvres, de plans très intéressants. Je vous invite à vraiment l'approfondir de votre côté. À chaque partie que vous jouez, vous essayez de comprendre là où vous vous êtes trompé, et vous allez voir que petit à petit, cette ouverture va devenir tout simplement votre véritable coup de cœur. La deuxième ouverture qui va nous intéresser, ce n'est ni plus ni moins que l'ouverture fétiche de deux grandes légendes des échecs, à savoir Bobby Fischer et Garry Kasparov. C'est une ouverture pour les joueurs un peu plus agressifs que les joueurs de D5 par exemple. Cette ouverture, c'est tout simplement l'Est indienne. On va donc rétorquer cavalier F6 au premier coup D4. Sur C4, on va jouer G6, le coup un peu pointe de l'Est indienne, mais ce n'est pas fini. Et sur cavalier C3, on peut encore jouer donc des fois D5 pour rentrer tout simplement dans une ouverture qui s'appellerait donc la Grunfeld, qui est donc l'ouverture fétiche cette fois-ci de Maxime Vachier-Lagrave, qui est un grand joueur français aux échecs. Mais l'Est indienne aujourd'hui, c'est plutôt D6, un coup qui paraît un petit peu surprenant parce qu'en fait, on laisse aux blancs l'opportunité de prendre le centre, mais attention, on va pas se laisser faire. Je vous montre un petit peu ce qui se passe après E4, on va jouer fou G7, et cette structure, c'est vraiment la structure marquante de l'Est indienne, c'est vraiment très très fort, attention, mais ça demande pas mal d'expertise et pas mal de travail pour celui qui la joue. Je vais vous montrer une variante assez classique, mais le problème de l'Est indienne, qui n'en est pas vraiment un, si je puis dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ici, dans cette position, les blancs peuvent jouer cavalier F3, c'est le coup qui est le plus joué. On peut rentrer aussi dans la sandwich avec F3, on peut jouer F4 pour prendre de l'espace, on peut jouer avec un fianchetto en G3, on peut jouer H3, fou E3 directement. Il y a beaucoup de possibilités, et sur ça, il faut tout simplement être prêt un petit peu à s'opposer à toutes les éventualités. On va regarder un petit peu la variante principale avec cavalier F3. Les noirs jouent en général petit roc pour mettre le roi à l'abri le plus vite possible, et enfin pouvoir se battre au centre mais aussi à l'aile. Les Est indiennes, c'est souvent des parties qui vont se disputer sur différents axes de jeu. On a beaucoup d'Est indiennes qui vont s'opposer donc aile roi contre aile dame. Les noirs vont attaquer sur l'aile roi, les blancs vont attaquer sur l'aile dame. Des fois, ça va être une véritable bataille au centre. Il y a beaucoup de possibilités, mais ça demande évidemment beaucoup de connaissances. Les blancs jouent des fois faux 2, donc c'est un coup absolument théorique. On évite de se mettre en D3 pour ne pas se coincer derrière des pions. Et ici, les noirs vont jouer le très subtil coup E5. A priori, à première vue, on a l'impression que le pion E5 n'est pas très correctement défendu, seulement défendu par le pion D6, mais ce qui marque un peu l'Est indienne, c'est tout simplement son étendue tactique, ses possibilités tactiques. Donc pour les joueurs qui aiment le calcul, pour les joueurs qui aiment un petit peu les coups tricky, l'Est indienne est un très bon choix. Moi, là, ce que je vous donne, c'est des outils, ce que je vous donne, c'est simplement des idées. Ensuite, ces ouvertures, vous pouvez les approfondir. Vous pouvez donc regarder des vidéos sur YouTube, évidemment. Il y a plein de choses à faire pour approfondir des ouvertures. Vous pouvez regarder aussi sur Chess.com, Lichess. Il y a beaucoup de possibilités. E5, en tout cas, est un coup très très fort, parce que si les blancs s'amusent à prendre le pion, on imagine peut-être dame prend dame, tour prend intermédiaire, et cavalier prend E5, ce qu'on observe, c'est que le cavalier E5, il est en l'air. Et là, paf, cavalier prend E4, sacrifice, pseudo-sacrifice, cavalier prend fou prend cavalier, les noirs récupèrent tout simplement le fou, et oui, c'est ça, les noirs récupèrent le fou, ainsi que le pion, et
ils ont un développement qui est tout à fait satisfaisant avec 2 fous qui vont être très très forts. En tout cas, là pour le coup, c'est égalité totale, voire un léger avantage pour les noirs. À savoir que c'est aussi une ouverture très intéressante, parce que quelquefois, quand les blancs s'amusent à pousser des coups comme B3, on se retrouve souvent avec des problèmes de cavalier en l'air, et on se retrouve avec des tactiques à base de pion prend, cavalier prend E4, pour profiter de cette diagonale noire qui est très très forte pour les noirs. Donc si vous aimez un petit peu axer votre jeu sur les Fianchetto, ça peut vraiment être une belle éventualité, une belle option. Après E5, les blancs généralement jouent petit roc, on va jouer cavalier C6, on va se développer assez classiquement finalement en mettant une pression sur le centre. Et sur D5, on va venir simplement manœuvrer et venir en E7 pour préparer en fait le coup un peu clé de la position des noirs sur l'Est indienne, c'est le coup F5. On veut pousser F5. Les blancs vont aussi, eux, de leur côté, créer donc quelques petites manœuvres pour venir en fait préparer la poussée en C5. Je dis, c'est vraiment une ouverture assez passionnante. Et sachez que c'est à peu près égalité des deux côtés. On a autant de chances l'un que l'autre, par exemple, de se taper en fait sur la tronche. Sur ce cavalier 1, les noirs vont jouer peut-être cavalier D7 pour essayer d'avoir un contrôle sur cette case C5. Cavalier D3, on essaie d'avancer vers le centre. F5 est proposé par les noirs. Là, on est toujours dans une grande ligne théorique. Il en existe beaucoup, bien sûr. F3, F4, on casse la pression au centre. Et cette fois-ci, en fait, on va envoyer l'armada de pions. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Par exemple, fou D2, développement des blancs. G5, tour C1, pourquoi pas, donc, pour commencer à mettre des pressions indirectes sur C5 à base de B4. Cavalier G6, on vient placer notre cavalier pour libérer aussi la dame. Et là, on est dans une position qui somme toute assez classique. Après B4, on peut imaginer tout simplement des A5 pour des fois casser un peu de structure. On peut aussi imaginer des H5 pour préparer des G4, dame F6. Voilà, je suis pas un fin connaisseur de l'Est indienne. C'est pour ça que je vais pas rentrer plus en détail dans cette ouverture. Mais si vous aimez des ouvertures assez agressives, avec beaucoup de subtilité, et en plus c'est vraiment une référence dans le monde des ouvertures, ça a été joué par les plus grands joueurs du monde, sachez que l'Est indienne est une très très bonne option, évidemment à approfondir de votre côté. Comment est-ce qu'on l'approfondit? Je vous l'ai déjà dit, on joue des centaines de parties sur une ouverture, on la peaufine, à chaque partie qu'on perd, on essaie de comprendre pourquoi on l'a perdu, on essaie de voir ce qu'on a loupé, et c'est comme ça qu'on s'améliore sur une ouverture. N'hésitez pas aussi à prendre des petits cours dessus, pourquoi pas, il y a pas mal d'options pour progresser sur une ouverture, en tout cas, moi je vous donne les options, je vous donne les clés pour choisir ce qui vous représente le mieux. L'Est indienne, c'est une option, et on passe du coup directement à la troisième ouverture. La troisième ouverture, je la conseille aux joueurs les plus téméraires, évidemment. C'est l'ouverture la plus agressive de ces 3 choix que je vous ai proposés. J'ai essayé de faire quelque chose de fluctuant sur la longueur, donc une ouverture assez classique, plutôt centrale, une ouverture assez tactique, qui va jouer du coup plutôt sur des déséquilibres L-Dame, L-Roi, et cette fois-ci, on a une ouverture véritablement agressive pour les joueurs qui aiment le sang sur l'échiquier, pour les gens qui aiment voir tout simplement leur adversaire pleurer en fin de partie au bout de 10 coups. Cette ouverture, c'est évidemment le contre-Gambit albin. Sur D5, C4, on va rétorquer par E5, une ouverture qui fait très très peur, qui est assez effrayante et que souvent les blancs n'aiment pas trop. Ça se joue aussi à très haut niveau, mais c'est un peu plus rare parce que les blancs savent très bien jouer contre. Après, au niveau amateur, même bon niveau, c'est une ouverture qui est totalement viable. Le contre-Gambit albin, c'est très très fort. On a plusieurs options pour les blancs. La plus classique, c'est évidemment d'accepter ce gambit. Pourquoi un contre-gambit d'ailleurs? Parce qu'on a le gambit dame et le contre-gambit. On rétorque par un contre-gambit, c'est donc le contre-gambit albin. Le coup le plus classique, c'est donc D prend E5. On va s'arrêter quelques secondes sur par exemple E3, qui est un petit peu passif. On aura simplement à jouer E prend D4, E prend D4 et par exemple, pourquoi pas se développer à base de KF6. On revient dans une variante d'échange de française qui est absolument égale et qui est plutôt bonne pour les noirs. Ni bonne ni mauvaise pour les blancs ou pour les noirs, c'est assez égal. Donc pas vraiment de danger sur ça. Si les blancs décident de prendre en D5, on a simplement dame prend D5. Sur quel C3, attention, on a le pion D4 qui tombe, il faut faire attention, il faut rester vigilant. Sur quel C3, il y a pas mal de petites variantes qui peuvent être un petit peu dangereuses. On peut jouer par exemple KC6, c'est une ouverture qui est assez intéressante. KC3 fou B4. Pourquoi est-ce qu'on joue le contre-gambit albin? C'est tout simplement pour avoir en fait un dynamisme des deux fous. Vraiment très très fort. Et c'est là que va jouer ce gambit. Par exemple, si on calcule cavalier prend E5, on peut regarder dame prend D4. Et sur cavalier prend, fou prend, pion prend, dame D2, dame prend fou. Ça commence à transpirer. Attention, si vous prenez la tour dans cette position, dame D8 échec et mat. Ça peut arriver vite. C'est une ouverture qui est vraiment, comme je vous le dis, assez dangereuse pour les noirs comme pour les blancs. Il faut bien connaître.
On va du coup se concentrer un petit peu plus sur le contre-gambit classique avec donc D prend F5. Et là, le coup clé de la position des noirs, c'est de jouer D4. On va essayer de prendre un petit peu le contrôle des cases C3 et E3. Et d'ailleurs, si les blancs qui se disent qu'ils ont tout simplement 2 pions doublés jouent E3, c'est déjà une grosse erreur parce qu'on peut déjà directement punir par fou B4. Si vous aimez piéger votre adversaire, le contre-gambit albin, c'est vraiment très très bien. Et vous verrez qu'au bout de peut-être 20 parties, vous commencerez vraiment un petit peu à connaître toutes ces subtilités. Donc c'est assez intéressant. Et là, par exemple, sur fou D2, qui a un coup assez logique, on va venir prendre en E3. Je vous montre un des petits pièges d'ouverture. Sur fou prend fou, on a simplement pion prend F2. Sur roi prend, évidemment, on gagne la dame en D1. Sur roi E2, attention, fou B4, fou G4, pardon, ne fonctionne pas à cause de cavalier F3. Et c'est pour ça qu'on va jouer de manière intermédiaire. Pion prend cavalier, cavalier promotion, échec. Et sur tour prend, fou G4 vient du coup remporter la dame en D1. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est assez fort. E3, on évite de le faire généralement, c'est pas le meilleur coup. On privilégie plutôt des coups du type cavalier F3 pour venir donc mettre une pression sur D4. Et là, on va jouer de manière assez simple. Cavalier C6. Ce pion E5, on viendra le récupérer en fait en jouant cavalier E7, cavalier G6. On sortira le fou en F5, le fou en C5 ou en B4. En fait, c'est une ouverture très intéressante parce qu'elle est très ouverte. Elle propose pas mal d'options. Sur E3, on peut continuer toujours avec l'option fou B4 échec. Sur fou D2, pion prend. Fou prend B4, E prend F2. Donc là, on peut faire roi E2, on n'a plus le pion prend cavalier échec. Vous voyez qu'on fait dame prend D1, roi prend. Et on récupère le fou. On est très bien avec les nœuds. On fera simplement fou E6 et grand roc pour venir du coup gagner des temps sur le roi adverse. On a récupéré notre pion de retard. Et en plus, le pion E5 est assez faible. Donc ça reste assez intéressant cette ouverture. Et les blancs peuvent se tromper assez rapidement. La meilleure option généralement pour les blancs ici, c'est de jouer en fianchetto avec G3, fou G2, et encore, les blancs ne sont jamais à l'abri de se prendre une véritable dinguerie dans les dents, et c'est pour ça que cette ouverture fait si peur. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc peut-être que si les blancs jouent par exemple A3 pour essayer de venir défendre la case B4, on va jouer de manière assez simple déjà en jouant A5 pour essayer de retenir un peu l'avancée des blancs, parce que B4 nous embêterait, hein, avec fou B2 qui viendrait attaquer D4, on a déjà un pion de moins, il ne faudrait pas qu'on en perde un de plus. Là, on peut donc jouer, qu'est-ce qu'on peut jouer sur A5? Imaginons E3, maintenant c'est possible parce qu'on n'a plus fou B4, on va jouer simplement par fou C5, et sur E prend D4, on a beaucoup de variantes du type avec fou prend D4, cavalier prend D4, dame prend, cavalier prend, et en fait, on se retrouve avec une très forte position pour les noirs, une attaque sur les cases blanches qui a fait très peur, et là, pour vous dire, le seul coup des blancs, c'est tour A2. Un coup qui n'est pas vraiment très vendeur, on va jouer fou 6, jouer pour le grand roc, ramener un cavalier E7, G6, C6. Bref, c'est une ouverture qui réserve pas mal de subtilités. Si les blancs ne sont pas préparés sur cette ouverture, notamment à bas niveau, c'est une ouverture qui peut faire extrêmement mal. Je peux vous la conseiller, et même si les blancs la connaissent, si vous aussi de votre côté vous la connaissez, vous pouvez très bien vous en sortir. Ça réserve beaucoup de positions un peu extravagantes, un peu extraordinaires, un peu originales. Moi, je vous la conseille si vous êtes un joueur qui aime le gambit, qui n'est pas trop proche finalement du matériel. Si vous aimez le dynamisme, si vous aimez essayer d'arnaquer votre adversaire, ça peut être une très très bonne option. Mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez aimé le concept. Je vous prie de m'excuser si on n'est pas rentré en détail dans les ouvertures, évidemment. Je sais qu'on voudrait rentrer en détail, regarder chaque ligne une par une, mais ça serait une vidéo de plusieurs heures, hein. C'est tellement long d'approfondir une ouverture. Là, l'objectif de cette vidéo, c'était simplement vraiment de vous donner des idées d'ouverture. Parce qu'une fois que vous choisissez votre ouverture, vous savez que vous la jouez à chaque fois, et vous allez du coup la peaufiner à chaque partie. C'est comme ça qu'on bosse une ouverture. On la prend pas en 2, 3, 4, 5, 6 parties, ni en 10, ni en 20, on la prend en minimum 50 à 100 parties. C'est le minima pour maîtriser une ouverture. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Merci pour votre soutien. J'ai enfin le nez débouché, je suis trop content. On retrouve directement bientôt de nouvelles vidéos. Ce week-end, je participe au championnat de France des blitz et des rapides. J'ai hâte de vous commenter tout ça, évidemment. Je vais pouvoir filmer, j'ai demandé les autorisations. J'espère que vous kifferez. Prenez soin de vous, c'était Kisso. À la prochaine. Ciao, ciao, bye bye, ciao.